Également et surtout un médecin, avant tout généticien, à qui on doit des avancées majeures, en particulier dans le cadre de la thérapie génique. Voilà, donc Alain. Comme ça. Voilà. Eh bien bonjour et merci de m'avoir invité à ce colloque. Pour une fois j'ai des notes devant moi parce que je parle d'un sujet qui n'est pas celui ou ceux dont j'ai l'habitude de parler. Mais donc je vais essayer d'évoquer le titre que vous pouvez lire et son contenu, Fake News en médecine, que j'appelle un naturalisme détourné. Je vais essayer d'expliquer ça tout de suite dans une seconde. Et je vais essayer d'illustrer dans le cadre de la médecine et plus largement de la santé ce que Antoine vient d'introduire tout à fait clairement sur la raison et la remise en cause de la raison, pour résumer en une petite phrase ce que tu as très bien dit. Si on raisonne dans le cadre des fake news, qui se développent, comme vous savez, très très bien, évidemment, avec des relais liés au développement des réseaux sociaux, on sait aujourd'hui que plus de 50% des fake news concernent la santé. Il y a eu des études assez sérieuses qui ont été faites, même si la politique, et évidemment l'environnement, etc. sont d'autres sujets, mais la santé est en tête. Je ne m'en glorifie vraiment pas, mais c'est la réalité. Il y a eu un colloque que Pierre Rosanvallon avait organisé il y a 2 ans au Collège de France, où ça avait été exposé très très bien. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver les exposés qui décrivaient cela très très bien. Et c'est d'autant plus troublant, parce qu'après tout, la santé est un domaine où, au moins des 150 dernières années, des progrès absolument considérables ont été effectués. Du coup, on peut même se demander si ce n'est pas en dépit d'eux, mais plutôt à cause des progrès en santé que ces fake news se développent. Alors, comment essayer d'expliquer? Il y a évidemment de multiples raisons, et en plus, je ne suis probablement pas la meilleure personne pour en parler, mais ma vision des choses, c'est de dire que, schématiquement, il y a 2 grandes orientations. Une que je ne vais pas développer, mais je pense qu'elle sera probablement un peu reprise dans d'autres exposés, qui est que les fake news servent des intérêts mercantiles. L'utilisation commerciale des fake news, un exemple historique évident, c'est le tabac, où l'industrie du tabac a très longtemps répandu très efficacement des fake news pour dire que le tabac c'était très bien, et évidemment ça ne provoquait aucune maladie. Il y en a d'autres aujourd'hui, plus d'actualité, mais je ne vais pas développer ça. Ce que je voudrais développer justement, c'est une idée de détournement du naturalisme. Je ne suis pas du tout philosophe, et en plus il y a des experts dans la salle, donc je vais parler avec une grande prudence dans une seconde. Bon, en gros, le naturalisme, pour moi, c'est l'explication du monde fondée sur les faits et des théories scientifiques, et qui peut conduire très légitimement, surtout aujourd'hui, à s'intéresser à l'environnement, aux questions de l'environnement, la conservation des ressources, aux écosystèmes. Et à partir de là, c'est là qu'à mon avis le bas peut blesser, c'est que pour certains, en suivant une démarche a priori logique et raisonnable, on peut la glisser conceptuellement vers quelque chose qui est une forme de sacralisation de la nature. La nature est par définition bienveillante, je vais y revenir dans un instant, et donc une forme de confusion entre le concept évident de préserver ou restaurer des dégâts faits à la nature vers le fait de remettre en cause nos adaptations face à la nature. Donc la notion de nature bienveillante, je vais l'illustrer dans une seconde, c'est ici. C'est bon. Voilà une forme de la nature bienveillante en santé, ou avec des tas de produits naturels, on est en très 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 bonne santé. Et donc ce concept est bien répandu dans une fraction de la population, évidemment, il ne faut pas généraliser, il faut relativiser, mais on peut concevoir l'idée que la naissance doit être naturelle, l'alimentation doit être naturelle, voire régressive. Par régressive, je veux dire par exemple ne pas manger de gluten. Pourquoi régressif? Parce qu'on mange du gluten depuis 10 000 ans, depuis que l'agriculture s'est développée et qu'on a cultivé des céréales. Mais avant, les gens mangeaient peu ou pas de gluten. Donc c'est presque une régression d'à moins 10 000 ans à vouloir manger de gluten, ce qui évidemment n'a aucun intérêt, sauf pour les patients réellement intolérants au gluten, ce qui sont en tout petit nombre. C'est utiliser des produits naturels pour se traiter, c'est concevoir que l'immunité, elle est d'ordre naturel. Et ceci s'oppose assez radicalement à la chimie. Évidemment, donc derrière la chimie, il y a des médicaments, mais pas que, et aussi aux avancées de la génétique et des manipulations, pour prendre un terme à dessein péjoratif, autour de la génétique. Donc, qui s'accompagne, de mon point de vue, d'une certaine perte du sens de la notion de progrès. Mais à vrai dire, le problème, c'est que la nature n'est pas toujours bienveillante. Juste quelques petites illustrations. Par exemple, cette malheureuse mouche, qui est joliment observée en microscopie électronique, est décédée parce qu'elle a été infectée par
d'un champignon. Vous voyez les petits filaments tout autour. Donc cette mouche, si elle avait une raison de penser, ne trouverait pas la nature bienveillante. Et de façon plus dramatique et moins humoristique, vous avez ici l'image d'un enfant, je suis désolé pour l'image un peu dure, mais de temps en temps il faut frapper les esprits, qui est en situation de réanimation en raison d'une méningite bactérienne extrêmement grave par une bactérie qui peut être prévenue par la vaccination. Donc la nature n'est pas toujours bienveillante, et après tout les progrès de la santé montrent qu'on peut agir dessus, et rejeter cette idée et concevoir que la nature par essence est parfaite, ou quasiment parfaite, c'est une forme de retour à un darwinisme biologique ne prenant pas en compte la vision sociale, enfin, la vision d'une société. Et évidemment, je ne pense pas qu'on puisse se mettre dans ce cas de considérer que l'homme doit vivre purement dans une sélection des plus forts. Je pense que ça rappelle des choses assez désagréables et que je pense que du darwinisme biologique, on glisse très vite à un darwinisme social encore moins acceptable. Mais bon, les fake news sont utilisés pour défendre cette vision et avec un certain succès. Je pense qu'il faut se poser des questions, pourquoi ce succès ? Et à mon avis, là, nous, médecins, nous devons battre un tout petit peu notre coupe, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre d'insuffisances du système de santé, qui, si à elle seule, elle n'explique pas tout, sont des facteurs favorisants. D'abord, la médecine a des limites, c'est une évidence, malgré les progrès, et peut-être surtout, je pense que, et on en verra une illustration, je pense, tout à l'heure, la médecine ne fonctionne pas toujours bien, même s'il faut relativiser, et une partie de la population peut légitimement ressentir une forme d'insatisfaction, de frustration dans son contact avec le monde médical, parce que les gens ne sont pas écoutés comme ils devraient l'être, il y a un défaut d'empathie, etc., par manque de temps ou d'autres raisons des médecins, mais qui suscite une forme de perte de confiance à l'égard du système de santé. Et puis, ce que j'évoque à l'échelle du contact individuel entre le médecin et le malade peut s'évoquer à l'échelle d'une société, et qui a des raisons, malheureusement, c'est pas toujours exact, mais parfois c'est largement même instrumentalisé, mais des raisons de remettre en cause l'organisation politique au sens large des systèmes de santé, des décisions prises qui ne sont pas bonnes, ou des réactions qui sont prises qui ne sont pas bonnes, et qui aggravent ou accentuent un défaut de confiance, et qui donnent plus de place, du coup, à des espèces d'explications alternatives. Et je vais un peu vite sur ces idées, mais à mon avis, elles sont correctes. La conséquence de ça, c'est bien sûr une série d'attitudes irrationnelles et qui sont néfastes à la santé, soit de la santé individuelle, soit de la santé collective. Et c'est le recours, alors d'un terme que je mets entre guillemets, qui figure sur la diapositive, notez les guillemets autour du mot médecine, aux médecines douces. Les médecines douces ne sont pas des médecines douces, peut-être, mais on ne peut pas qualifier cela de médecine au sens d'action sur la santé d'un individu fondée sur des principes scientifiques et expérimentaux. Donc il y en a une série d'exemples, certains décriés depuis longtemps, mais qui perdurent, ce que Voltaire appelait le bénéfice des eaux. Je vais vous citer Voltaire, mais je vous préviens d'avance, c'est une citation qui n'est pas correcte, politiquement correcte. Mesdames, pardonnez-moi à l'avance, et ce n'est pas moi qui parle, c'est Voltaire. Voltaire a dit « Les voyages des eaux ont été inventés par des femmes qui s'ennuyaient chez elles ». Excusez-moi, je pense qu'on pourrait globaliser aux hommes, mais néanmoins, il y a déjà donc 250 ans, il avait très bien compris ce qui se passait, et je rappelle que ça persiste, et ça coûte 400 millions d'euros à la sécurité sociale chaque année, pour être un tout petit peu trivial. Voilà. Évidemment, il n'y a aucune base scientifique à la médecine au bénéfice des eaux. L'homéopathie et toutes les pathies, entre guillemets, les naturopathies, etc., j'y reviendrai, la résistance à la vaccination, ou bien la remise en cause de toute une série d'innovations qui ont un impact en santé, des choses assez étonnantes, comme la procréation médicale assistée, qui est, pour des raisons acceptables, philosophiques, refusée par les catholiques, mais aussi refusée par certains écologistes, parce que c'est une atteinte à la nature, à la naissance naturelle. C'est une espèce d'alliance idéologique curieuse, mais qui existe aujourd'hui, on a encore entendu s'exprimer récemment. Les fameux OGM, on n'ose à peine plus en parler, les organismes génétiquement modifiés, même si on peut discuter beaucoup de leurs applications, promues par Monsanto et quelques autres, mais il y a aussi au moins un OGM d'intérêt qui s'appelle le riz doré, Golden Rice, qui contient la vitamine A, qui est maintenant développé au Bangladesh, mais après une lutte et des résistances farouches contre le développement de ce riz. On pourrait encore citer, c'est un sujet difficile, mais à mon avis qu'on ne peut pas rejeter comme cela, comme c'est fait par certains, la modification génétique d'insectes pour lutter contre la dissémination d'infections liées aux moustiques, paludisme, Zika et d'autres. On pourrait encore citer la dangerosité alléguée des ondes émises par les antennes de téléphone mobile, en tout cas jusqu'au 4G, il y a encore un tout petit doute pour le 5G, on verra.
les nanotechnologies, même l'intelligence artificielle. Donc, et il y a toutes ces innovations qui ont un intérêt variable, c'est pas le point ici, mais sont ressenties comme autant d'agressions contre la nature, et en fait, il est allégué qu'elles sont toutes développées, même si c'est pas toujours faux, uniquement pour des raisons de profit. Donc voilà, je pense que c'était une espèce de longue introduction pour situer ma vision du contexte des fake news affectant gravement le domaine de la santé, mais je voudrais discuter spécifiquement deux situations, de façon inégale dans le temps, parce que ce sont deux situations qui sont particulièrement sensibles en France et pour lesquelles, et ça c'est assez intéressant, il y a eu des actions menées pour contrecarrer les problèmes liés au développement des fake news. Donc je vais parler, un, de l'homéopathie et deux, de la vaccination. Avant ça, juste pour frapper évidemment les esprits, les tenants des pratiques et non pas des médecines douces, critique la médecine dure. Vous voyez que les guillemets sont dans le dur maintenant, ne sont plus dans la médecine. Évidemment, l'aiguille, etc. Et c'est vrai que la médecine peut être dure, il faut le reconnaître. Et c'est lié aussi à ce dont je parlais tout à l'heure, et j'y reviendrai un tout petit peu, aux insuffisances de la pratique de la médecine. Il faut, encore une fois, je pense que c'est un point assez important. L'homéopathie, j'ai quelques belles images de laboratoire Boiron. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec Boiron. Enfin, j'ai un vrai conflit, mais pas d'intérêt, avec Boiron. L'homéopathie, c'est 130 millions de boîtes de granules vendues en France chaque année. Ça veut dire qu'en moyenne, si chaque Français mangeait des granules d'homéopathie, c'est 2 boîtes par personne, ce qui est quand même pas mal quand même. 30% des Français en consomment, donc je crois qu'il est dit 50% sur... Là, ils exagèrent un tout petit peu quand même. Et vous savez surtout, c'est que depuis Georgina Dufoy en 1984, l'homéopathie était remboursée à hauteur de 30% des dépenses par la Caisse nationale d'assurance maladie et que les choses viennent de changer. Et ça avait été mis en place récemment, hein, c'est 1984. Georgina Dufoy qui aimait beaucoup l'homéopathie. Donc l'homéopathie, c'était inventé par le monsieur qui est en haut à droite de cette image, Samuel Hahnemann, qui était un Allemand, en 1796. C'est intéressant parce que c'est exactement la même année où Jenner a développé la vaccination. Donc il y a deux événements légèrement contradictoires simultanés. Mais bon, il le fait dans un contexte où les connaissances scientifiques qui font de la médecine et donc l'efficacité de la médecine sont à peu près équivalentes à ce qu'elle était du temps de Molière, c'est-à-dire 130 ans, 40 ans avant, c'est-à-dire à peu près zéro. Pas tout à fait zéro, mais très 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 modeste. C'est le contexte. Et donc, comme vous le savez très bien, l'homéopathie, c'est l'idée de stimuler la santé naturelle. Donc on est absolument dans une forme, pour moi, détournée de naturalisme, à l'aide d'une dose infinitésimale du mal, de ce qui cause la maladie, et on secoue un peu le produit, et c'est super. Donc il va sans dire qu'il n'y a aucune base physico-chimique à cette affaire, qu'il n'y a aucune étude clinique qui n'a jamais démontré une quelconque efficacité de l'homéopathie, mais pourtant l'homéopathie est présente et défendue. On peut aussi voir ces petites images. Ça, c'est les affiches que Boiron et d'autres diffusent actuellement pour essayer de combattre le déremboursement, je dirais dans un instant. Donc on dit que ces produits ne sont pas dangereux, et donc pourquoi pas les utiliser si ça peut aider les patients. Sauf qu'il est arrivé que ces produits soient dangereux. Aux États-Unis, il y a eu par exemple des dentifrices homéopathiques qui étaient contaminés. C'était pas une bonne idée. Il y avait vraiment quelque chose dedans pour une fois. Et puis surtout, plus important, c'est que l'utilisation de l'homéopathie, la prescription de l'homéopathie par certains médecins, c'est quand même 15-20% des médecins au moins, c'est pas négligeable, peut entraîner un retard des procédures diagnostiques et a fortiori des mises en place de thérapeutiques, ou bien s'opposent, un certain nombre de médecins le font, s'opposent par exemple à la vaccination. On se vaccine naturellement avec l'homéopathie, on ne se vaccine pas. Donc il y a des dégâts de santé liés à l'homéopathie. Un autre argument, c'est de dire que c'est pas cher. C'est vrai que c'est pas très cher. Ça coûte à la sécurité sociale 130 millions d'euros par an. C'est 0,5% du budget des médicaments en France. C'est quand même pas tout à fait négligeable. Et surtout, si on ramène cette somme au poids de substances, j'ouvre les guillemets, actifs, c'est le produit le plus cher que soit. Et aucun des médicaments les plus innovants et à des prix les plus vendus aujourd'hui à des prix les plus exorbitants et à plusieurs ordres de grandeur ne sont aussi chers que cela. Et puis après tout, plus sérieusement, ces 130 millions d'euros, dans un contexte où la santé souffre, pourraient peut-être être utilisés à des actions plus pertinentes en santé. Néanmoins, encore une fois, l'homéopathie est populaire et défendue par des hommes politiques. Récemment sont intervenus Bertrand, Collomb, Wauquiez, sûrement d'autres, pour défendre l'homéopathie sur un argument qu'il ne faut pas rejeter de premier œil, qui est de dire que ça évite la surmédicalisation. Là, on donne des granules, c'est pas méchant, et à la place, les gens ne prennent pas de psychotropes ou des médicaments dangereux. En fait, il y a des études qui montrent que c'est complètement faux.
Mais bon, c'est moins. Alors, pourquoi, dans ce contexte, un tel succès? Un succès quand même de l'homéopathie. Encore une petite affiche pour vous convaincre de l'intérêt de l'homéopathie. Pourquoi un tel succès? Parce qu'on retrouve cette notion d'une approche naturelle face, pour certains, je pense, à des frustrations à l'égard du monde médical, parce qu'il est vrai que des médecins n'écoutent pas toujours, n'ont pas toujours une écoute empathique des patients, et que donc facilement on remplace le dialogue, les explications, prendre le temps, par une prescription médicamenteuse. En France, c'est une grande tradition, on ne sort pas d'une consultation médicale sans ordonnance, alors que dans certains pays, dans les pays scandinaves, classique la culture est qu'on va voir le médecin sur les questions à poser et des points à discuter, mais on ne se ressort pas automatiquement avec une ordonnance, ce qui en France, comme vous le savez, n'est pas le cas. Et je pense qu'il serait mieux de remplacer l'ordonnance par l'entretien conduit de façon empathique et avec le temps nécessaire, plutôt que par l'ordonnance, que ce soit un médicament classique, à vrai dire, ou de l'homéopathie. Et peut-être on a une occasion, si je veux être optimiste, la décision prise par la précédente ministre de la Santé, Agnès Buzyn, de dérembourser donc, depuis le 1er janvier l'homéopathie, est une occasion, à mon avis, pour le monde de la santé, d'une prise de conscience et de se dire, après tout, changeons de pratique, essayons de changer de pratique. On ne prescrit plus de médicaments homéopathiques, mais après tout, ne prescrivons plus rien du tout, évidemment dans certains cas. Et je pense que ceci est un appel, à mon avis, aux directeurs des unités de formation des médecins, des ex-facultés, comme on disait de mon temps, qui est plutôt que d'avoir des diplômes d'université d'homéopathie, il y en a encore dans la majorité des facultés de médecine en France, il faut le savoir, aujourd'hui encore. Il ferait mieux d'axer, même si ça existe déjà, la formation sur comment on mène un entretien sur un plan pratique avec un malade. Voilà, ça c'était le sujet de l'homéopathie. Maintenant je vais passer à la vaccination, sujet sur lequel j'ai travaillé un peu ces dernières années. Donc chacun sait ce qu'est la vaccination et je ne vais pas revenir sur les bénéfices de la vaccination, qui est sûrement la plus grande avancée en santé survenue donc, au cours des 200 dernières années. L'OMS estime qu'environ 2 500 000 personnes ne meurent pas chaque année grâce à la vaccination. Vous savez que la variole a disparu, que la poliomyélite a presque disparu, on n'est pas très loin, la diphtérie et beaucoup d'autres maladies infectieuses graves, y compris la rougeole, même si elle pose encore des problèmes, ont considérablement régressé. Je me permets de vous rappeler quelque chose que vous pouvez savoir, mais qui est la base, c'est que la vaccination est fondée sur un principe collectif, c'est que c'est à la fois une mesure de protection individuelle, on s'immunise, notre système immunitaire nous protège contre tel ou tel microbe, mais aussi c'est une protection collective, parce qu'à partir du moment où un nombre suffisant de personnes est immunisé dans une population, idéalement 95% pour les germes les plus contagieux, comme le virus de la rougeole, on protège les personnes non vaccinées, par exemple les personnes en situation précaire ou les enfants de parents qui ont des idéologies anti-vaccins. Ce n'est pas une raison pour ne pas protéger ces enfants. Pour protéger les tout petits bébés, parce qu'on ne peut pas encore les vacciner, et ils sont particulièrement sensibles à certains germes, comme la coqueluche par exemple. Toutes les personnes qui sont immunodéprimées parce qu'elles ont un traitement pour un cancer ou d'autres maladies, et ça fait malheureusement un certain nombre de patients fragiles, ce sont les premières victimes collatérales des défauts de vaccination, et les personnes très âgées, nouvelles victimes collatérales, la grippe en particulier, 9 000 morts en France en 2019, juste pour vous rappeler, un ordre de grandeur. Donc voilà, donc la vaccination n'est pas une affaire individuelle, ne peut pas être une affaire de choix individuel à partir du moment où on a ces concepts en tête, mais je pense que vous les savez. Alors, je voudrais illustrer ces propos avec un vaccin, et montrer quelques données scientifiques qui vont au cœur de la difficulté en France, qui est la vaccination contre le papillomavirus. Le papillomavirus, ça provoque le cancer du col de l'utérus, mais aussi des cancers anaux et des cancers bucco-pharyngés. Il existe un vaccin qui s'est développé à partir de 2007, mais de façon plus importante, disons 2010. Et il y a des séries d'études, dont une qui vient d'être publiée, je trouve qu'elle illustre très très bien le point, qui montre que cette vaccination est efficace. Donc on vaccine les jeunes filles, et maintenant en principe aussi les jeunes garçons. Et ce que vous voyez en haut à gauche, enfin en haut, pas à gauche, oui, en haut, c'est qu'on compare ici la réduction au cours des années après l'introduction de la vaccination. C'est une étude qui reprend l'ensemble, enfin la plupart des études qui ont été publiées sur ce sujet, l'efficacité de la vaccination. Ici, c'est la prévention des verrues et des condylomes. Donc, ce n'est pas encore le cancer, c'est un état pré-cancéreux. Et en bleu, c'est la couverture. Dans les pays où la couverture vaccinale dépasse 50%, plus de 50% des jeunes filles, pour l'instant, parce que ce sont initialement seules les jeunes filles étaient vaccinées, vous voyez qu'on réduit à très peu la survenue de ces infections.
Et, dans les pays dont la France, on va le voir, couverture vaccinale faible, efficacité moindre, et au niveau, même chez les garçons, indirectement, en protégeant les filles, indirectement on protège les garçons, puisque ce virus est de transmission sexuelle. Et on voit que, par contre, ça c'est chez les 15-20 ans, si je crois, mais je ne peux pas lire sur l'ordinateur, mais plus on avance en âge, évidemment, moins il y a de gens vaccinés, et on perd l'effet, ce qui est absolument évident. Et plus probant, c'est la prévention. Pour l'instant, on peut parler encore des cancers in situ, parce que les cancers mettent du temps, il faut 20 ans, 30 ans pour développer un cancer, mais dans les pays où le taux de vaccination est supérieur à 50%, vous voyez, je crois que c'est les 15-19 ans ici et les 20-25 ans ici, donc dans les populations vaccinées, on voit la fréquence de ce cancer diminuer, et très probablement, il y a des modélisations qui ont été faites, on va vers pas une disparition totale, parce qu'il n'y a pas une couverture complète de toutes les souches de virales, mais on va vers une quasi-disparition de ce cancer. Qu'est-ce qui se passe en France? Ça, c'est la carte de la couverture vaccinale à l'égard de ce virus tel que c'était en 2018, je crois. Et globalement, il y a une hétérogénéité qui est assez intéressante à étudier. C'est où sont les zones françaises où on se vaccine, on ne se vaccine pas. Si vous voulez, on pourra en discuter, parce que ça a pas mal de recoupements avec des considérations socio-économiques et politiques. Mais vous voyez, 25% des jeunes filles, la vaccination jusqu'à peu était préconisée uniquement chez les jeunes filles, entre 9 et 14 ans. Seulement 25% des Françaises sont vaccinées, alors qu'en Grande-Bretagne, en Australie, en Scandinavie, on dépasse 80%. Et on vaccine à l'école dans ces pays. Et ceci est un enjeu de santé publique sérieux, parce qu'en France, il y a 3000 cas de cancer du col de l'utérus par an, et il y a 1100 morts. Donc sur ces 1100 morts, on peut prédire que 1000 à 1050 pourraient être prévenus par la vaccination si elle était effectuée au taux des autres pays. Et en plus, il y a 3000 autres cancers anaux et bucco-pharyngés. Donc voilà une situation d'échec de la vaccination en France. Pour moi, c'est la plus dramatique aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis ces chiffres. Cette vaccination est accusée de tous les maux, y compris dans des médias extrêmement sérieux. On en reparlera si j'ai le temps tout à l'heure, dans une seconde. Enfin, pas dans une seconde, tout à l'heure, pardon. Attaquée sur le fait qu'elle provoque des maladies auto-immunes. Il a été montré que c'est faux. Il n'y a pas de différence avec des jeunes filles du même âge non vaccinées. Provoque des malaises. Il y a eu des histoires au Japon, au Danemark, mais globalement, ça ne tient pas. Enfin bref, il y a des effets secondaires, comme pour tout vaccin, mais extrêmement limités. Et donc une analyse bénéfice-risque qui est très en faveur de la vaccination. Pourquoi ça? Parce que, d'une manière générale, dans les pays riches, mais malheureusement particulièrement en France, qui est ici, évidemment, dans une couleur qui est la pire, c'est-à-dire ça, c'est la confiance en la vaccination. Et plus on est orange, ocre, je ne sais pas, marron, moins on a confiance en la vaccination. Donc, comme vous le savez probablement, la France est un des pays où la vaccination est le moins bien acceptée, avec quelques autres pays, notamment de l'Est de l'Europe. Vous voyez de façon intéressante que dans les pays pauvres où l'accès à la vaccination est restreint, les gens sont favorables à la vaccination, sauf quelques exceptions. Et ce qui est intéressant aussi d'observer, par exemple, c'est une corrélation, donc ça faut faire attention dans l'interprétation de ce diagramme, mais qui relie la confiance en la vaccination exprimée ici dans des pourcentages de refus de vaccination. Plus l'abscisse, plus on va vers la droite, plus c'est important. Et à gauche, c'est la confiance dans le Parlement. Enfin, c'est curieusement la politique vue à travers le Parlement, mais bon. Et la France est là, c'est-à-dire on est un pays où on n'est pas très bon en confiance, encore qu'il y a d'autres pays à l'égard des politiques, et on est plutôt anti-vaccin, relativement par rapport à d'autres. Enfin, il y a une forme de corrélation entre la confiance dans les hommes politiques et la confiance en la vaccination, ce qui n'est pas complètement absurde dans ce que l'on peut percevoir. Et exprimé d'une autre façon, il y a eu des enquêtes successives de l'Agence Santé publique France qui montrent que malheureusement la confiance à l'égard de la vaccination s'érode. Tout ce qui est rouge ou presque rouge, c'est des gens qui expriment un défaut d'adhésion, essentiellement lié au risque de toxicité évoqué de la vaccination, avec une période de moins bien en 2010 qui suit l'épisode de l'épidémie H1N1 et la façon dont la vaccination a été gérée à ce moment-là. Mais vous voyez qu'il y a une tendance vers le moins bien. Ça s'arrête à 2016, il est possible que les choses bougent un peu dans l'autre sens aujourd'hui, mais c'est la situation de ce qui se passe en France. Alors, ce défaut de confiance, il n'est pas nouveau. Dès Jenner, dès 1796, il y avait par exemple ce genre de dessin qui était proposé en Grande-Bretagne, où Jenner travaillait, où Jenner est au milieu ici, et il vaccine les gens. J'arrive pas. Bon, ça va. Mais il faut mieux que je ne bouge plus. Les gens à droite, vous voyez, ils ont des cornes qui leur poussent, etc. Enfin, c'était la façon d'exprimer à l'époque
la folie de se faire vacciner, qui était pourtant évidemment une idée magnifique, même si à l'époque elle était empirique et sans base de compréhension précise, mais c'était évidemment très 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 bien vu. Et ceci perdure, juste un ou deux exemples pour illustrer cela. Trump, il y a une exploitation politique de la vaccination. Pendant sa campagne électorale, il a écrit ça dans un tweet avant. Vous savez qu'il aime les tweets. Avant d'être élu, des jeunes enfants vont chez le médecin, reçoivent plein de vaccins, et hop, ils se chopent l'autisme. Vous savez que c'est une polémique pas trop française pour une fois, mais très présente, qui a été très présente en Grande-Bretagne, avec une situation assez tragique, et qui est encore présente aux États-Unis, que la vaccination contre la rougeole provoque l'autisme, qui a été montré ne pas être exact, il faut. Aussi, c'est intéressant, c'est les manipulations avec des robots. Les Russes balancent des tweets, etc., aux États-Unis anti-vaccins. Et il y a cette publication qui date il y a 2 ans. Ils montrent qu'ils instrumentalisent la vaccination à des buts politiques. Alors, si on essaye de réfléchir un peu plus, quelle est l'origine de toutes ces fausses nouvelles? Il y a, à mon avis, un certain nombre. La première, c'est d'abord de faire remarquer que toutes ces fausses nouvelles viennent du milieu scientifique. Ça peut paraître paradoxal, mais ce sont toujours des scientifiques ou des médecins qui allèguent des fake news contre la vaccination. Soit pour des raisons... La première raison, c'est science médiocre, ou carrément mauvaise, mais ça, comme on le sait tous, malheureusement, la science n'est pas toujours au niveau que l'on espérait. Ça peut être une science médiocre et intentionnelle, ça c'est typiquement l'histoire de l'autisme. Un médecin britannique, Wakefield, a écrit un papier dans Lancet, qui est une revue prestigieuse, pour dire que donc, la vaccination contre la rougeole était un facteur de risque majeur de survenue d'autisme. Donc ceci était une tricherie frauduleuse. Enfin, frauduleuse veut dire avec intérêt financier. On sait aujourd'hui qu'il a complètement triché, mais ça a eu un impact assez lourd. Où il y a aussi une science médiocre, pas intentionnelle, les gens sont plutôt de bonne foi, mais disent des bêtises. En France, on a malheureusement un exemple d'un collègue médecin de l'hôpital Henri Mondor, qui s'appelle Romain Gérardi, qui prétend que l'aluminium, qui est un métal évidemment présent dans beaucoup d'adjuvants de vaccins, est toxique. Je n'ai pas le temps de développer, mais résumé, c'est faux. Savoir, ne serait-ce que fondé sur un point, c'est que c'est une toxicité observée en France, mais dans aucun autre pays du monde. Qui, a priori, n'est pas un raisonnement très solide. Et puis, il y a aussi d'autres affaires. Par exemple, malheureusement, un prix Nobel, M. Montagnier, il dit que la vaccination provoque la mort subite du nourrisson. J'illustre ce point, il est assez intéressant. Vous avez ici des courbes en fonction des années, on est aussi en 1900, je ne peux pas lire, 55 je crois, et on arrive à 2005 ici, et on a en bleu la courbe de la couverture vaccinale contre la coqueluche, donc on met en place le vaccin contre la coqueluche, ça monte, et en jaune ici, vous avez la courbe, avec la légende à droite, en ordonnée, de la fréquence des morts subites du nourrisson. Vous savez que la mort subite du nourrisson est un drame. Un enfant en bonne santé meurt brutalement la nuit pendant son sommeil. C'est quelque chose de connu depuis très très longtemps. Et vous voyez quelque chose qui est troublant, effectivement, c'est qu'il y a un parfait parallélisme entre l'augmentation de fréquence de la mort subite des nourrissons et la vaccination contre la coqueluche. Donc, M. Montagnier, encore récemment, a dit que les deux sont liés. L'un cause l'autre. Sauf que là, vous voyez, où est-ce que c'est ici. Les pédiatres, malheureusement, se sont trompés et ont dit que c'est mieux de coucher les enfants sur le ventre que sur le dos du nourrisson. Et puis, il y a un pédiatre allemand qui a réalisé que ce n'était pas une bonne idée. Et donc, à partir de ici, 1990 à peu près, on a arrêté de coucher les nourrissons sur le ventre, on l'a couché sur le dos. Et on a vu la fréquence des morts subites retomber à une valeur beaucoup plus basse, alors que les gens étaient toujours vaccinés contre la coqueluche. Donc, c'est typiquement le genre d'erreur liée à l'incompréhension, si on est de bonne foi, entre ce qui est concomitance et ce qui est causalité. Mais on retrouve ça en permanence. Mais M. Montagnier, prix Nobel, il continue de dire que la mort subite du nourrisson est provoquée par la vaccination. C'est quand même étonnant. Voilà. Donc, après, il y a d'autres causes. Il y a des intérêts financiers. M. Joyeux, qui est un autre de mes collègues, médecin à Montpellier, clairement, qui est un des grands promoteurs du combat contre la vaccination, quoi qu'il en dise, et aussi est associé financièrement à la vente de produits naturels, c'est le truc, on va mettre de la santé. Et puis d'autres, je ne vais pas être trop long. Il y a des affaires idéologistes, le naturalisme détourné dont je parle depuis le début, associé parfois de considérations religieuses. Il y a des visions extrêmes de toutes les religions qui sont associées à une campagne anti-vaccination. Et puis s'y associe, pour certains, une image un tout petit peu
primaire de considérer que par définition l'industrie pharmaceutique est toujours en cause, et lorsque l'industrie pharmaceutique propose un produit, donc un vaccin en l'occurrence, c'est uniquement pour gagner de l'argent. C'est pas faux, évidemment, mais c'est pas tout à fait que pour gagner de l'argent, toujours. Et donc tout ça amène à une instrumentalisation politique. J'ai déjà fait allusion à Trump tout à l'heure. En Italie, dans la campagne électorale qui a permis à la coalition précédente entre le Cinque Stelle et la Liga, l'extrême droite, de prendre le pouvoir, un de leurs thèmes vraiment mis très fortement en avant, c'était une campagne contre la vaccination. Ils ont pris quelques mesures, mais après ils ont dû faire marche arrière. En France, notamment lors de la dernière campagne présidentielle, on a entendu Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, par exemple, s'exprimer très violemment contre la vaccination. Mais ce n'est pas qu'à l'extrême droite, malheureusement, c'est aussi Monsieur Ruffin, plus récemment, Madame Rivasi, elle, c'est de façon permanente, qui est une députée, comme vous savez, ELV européenne, qui s'exprime de façon très violente contre la vaccination et en attaquant systématiquement tout médecin scientifique qui essaye de mettre en avant des arguments raisonnables, en les attaquant sur les conflits d'intérêts, qui peuvent exister parfois, hein, je ne veux pas négliger ou minimiser cette réalité, mais sauf que ce n'est pas systématique. Donc, mais voilà, c'est le contexte, il faut le savoir. Il y a beaucoup de sites, par exemple en langue française, il y a une étude qui a été faite par des sociologues marseillais qui montre qu'il y a 17 sites en langue française, c'était en 2014, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, qui promouvaient des arguments, des fake news contre la vaccination. Tout ça est toujours très très bien fait et toujours en décrédibilisant les experts. Et tout ça survient dans un contexte d'intérêt, à mon avis, assez favorable, qui est, je l'ai déjà évoqué, une certaine perte de confiance dans le système de santé. Évidemment, il y a des éléments qui le favorisent, les crises sanitaires qu'on a connues, les scandales, les médiateurs, le sang contaminé et d'autres, ça n'aide pas. Les crises autour de la vaccination, j'ai évoqué H1N1, on pourrait aussi évoquer l'alerte qui s'est avérée inexacte d'un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue de sclérose en plaques, et l'évolution globalement, à mon avis, des mentalités et des pratiques, défendre la nature, je n'y reviens pas, un degré croissant d'individualisme et de citoyens qui se considèrent comme sachants et donc veulent prendre les décisions et n'écoutent pas forcément les conseils, la régression de l'école dans la vaccination et dans les explications sur la vaccination, avec la disparition notamment de la médecine scolaire, et un silence assourdissant des autorités de santé sur cette question jusqu'à 2-3 ans, et une tonalité des médias, je dois dire, pas très favorable dans ce contexte, on le reverra si j'ai le temps dans une seconde. Voilà. Alors, tout ceci a fini par faire bouger les choses en 2 temps. Il y a eu les alertes, une mobilisation d'un certain nombre de professionnels de la santé qui sont remontés au niveau des politiques. Et Marisol Touraine, en 2016, s'est saisie de la question, a pensé que la technique d'une concertation citoyenne qui pourrait peut-être légitimer une approche rationnelle de la vaccination était justifiée. Donc ceci a été mené, j'y ai participé. Et ceci a débouché sur des actions. Les actions ont dû attendre un tout petit peu. C'est la ministre suivante, gouvernement suivant, Agnès Buzyn, donc, qui a, comme vous le savez, pris une série de mesures, développé l'information sur la vaccination, des campagnes, y compris un très très bon spot que vous avez pu voir dans les médias sur la vaccination, faciliter la vaccination par les pharmaciens, multiplier les interventions médiatiques et mettre en place une obligation vaccinale, mot horrible, pour les vaccins recommandés chez les nourrissons, qui a été mis en place à partir du 1er janvier 2018, mesure qui s'apparente un peu à ce qui se fait dans le domaine de la sécurité routière, ou d'ailleurs qui est soumis aux mêmes attaques. Je vous renvoie par exemple au débat, entre guillemets, débat sur la limitation de vitesse à 80 km/h. Autre sujet, mais en fait c'est le même sujet, je pense que c'est le même sujet. Donc tout ça est une question de responsabilité, mais peut-être que l'ensemble de ces mesures, il est difficile évidemment de faire la part des choses, a été un signal d'une certaine prise de conscience, parce que ce sont les résultats qui donnent l'année dernière, on attend les derniers résultats qui devraient tomber prochainement, on s'aperçoit que cette mesure est plutôt efficace, la couverture vaccinale s'améliore, je ne vais pas entrer dans les détails des chiffres, mais juste j'ai entouré le résultat le plus frappant, excusez-moi, la vaccination contre le méningocoque, un de ces germes qui donnent les horribles situations que je vous avais montrées au début. Vous voyez, c'est beaucoup amélioré entre 2017 et 2018. Et même d'autres vaccins non obligatoires sont un tout petit peu mieux administrés, comme HPV. Il y a une espèce de petit mouvement d'entraînement. Je n'ai pas le droit de le dire, mais si vous ne répétez pas, en fait, les chiffres qui arrivent sont encore meilleurs. Donc, on va dans le bon sens. Mais c'est pas gagné, mais on va dans le bon sens, même si... Vous allez voir sur les enquêtes auprès de parents de jeunes enfants montrent que s'ils ont compris l'importance de toute cette affaire, ils sont toujours 36% à penser qu'il y a un risque associé à la vaccination. Un risque qui dépasse le risque réel, objectif, qui n'est pas nul, mais qui est extrêmement modeste. Voilà, donc les choses bougent, il y a quand même
quelques avancées, même si tout n'a pas été fait comme on aurait pu l'espérer, notamment il n'y a aucune action menée aujourd'hui à l'égard de l'école, en termes de vaccination à l'école. Je répète, c'est dans les pays où la vaccination fonctionne bien, on vaccine à l'école. Et ce qui s'accompagne évidemment d'une pédagogie et une formation des élèves. Et en même temps, il y a eu, je voudrais terminer, tu me dis quand ça va, je tiens encore. Bon. Et il y a eu une certaine évolution des médias, c'est assez intéressant, qui ont accompagné cette affaire et qui ont changé de fusil d'épaule. Je vais vous l'illustrer, franchement c'est assez intéressant à observer, avec 3 journaux, commençant par Le Monde. Le Monde en 6 épisodes. Au moment où je commence j'aurais pu mettre d'autres épisodes encore plus négatifs. Mais par exemple, il y a une critique très élogieuse d'un bouquin qu'a fait Romain Gérardi, qui s'appelle Toxic Story. Ne le lisez pas, vous pouvez le lire, bien sûr. Mais qui est un magnifique roman sur la toxicité de l'aluminium dans les vaccins. Ce livre a reçu un commentaire extrêmement élogieux de M. Foucault dans Le Monde lorsqu'il a été publié. Bref, en 2000, je ne sais plus quand ça se passe, merci, je devrais savoir, mais la mémoire. Bref, au moment où la concertation citoyenne propose d'étendre l'obligation vaccinale, pas que cela, mais ok, donc ça c'est un texte factuel, il n'y a rien à dire. Sauf que, ensuite, pas très longtemps après, le même journaliste, à vrai dire, je ne vais pas la nommer, enfin si son nom est là, donc vous pouvez le lire, Pascal Santi, a écrit un papier extrêmement négatif et accompagné de ce magnifique dessin énorme sur la page du Monde, vous pouvez le retrouver, vous avez la date quelque part, vous voyez l'image du médecin avec cette fusée aiguille-seringue, on retrouve cette image, la médecine dure, qui s'attaque à ce magnifique papillon, et ça c'est l'image de la vaccination que propage Le Monde. Okay, et c'est pas fini malheureusement, parce qu'un tout petit peu plus tard, le 7 octobre 2017, il y a un cahier du Monde qui, avec cette image cette fois-ci de ce sympathique serpent, n'est-ce pas, et à nouveau l'image de l'aiguille, on s'y retrouve toujours, qui agresse cette malheureuse jeune fille, et vous avez en encadré, je sais pas, moi je peux plus le lire là, mais vous pouvez lire « Vaccin, scandale sanitaire, désinformation, la défiance des Français envers le corps médical et l'industrie pharmaceutique s'accroît ». Donc il y a un magnifique amalgame entre des sujets réels et la vaccination. Mais les choses sont plus complexes, parce que c'est exactement à la même période, vous connaissez sûrement le site des décodeurs du Monde, à plusieurs reprises, ils écrivent des textes qui sont absolument remarquables pour expliquer le bien fondé de la vaccination, dire les choses raisonnablement. Donc, bon, c'est-à-dire qu'il y a aussi des discordances au sein d'un journal, peu importe. Mais les choses évoluent, ça c'est bien, puisque 5e épisode plus tard, l'obligation sanitaire de bon sens. Donc cette fois-ci, l'image devient beaucoup plus positive, et jusqu'à écrire carrément un article de dénonciation des fake news. Donc Le Monde a basculé. Enfin, Le Monde, c'est compliqué parce que c'est pas un journaliste, et on sait que les journalistes du Monde n'ont pas toujours la même opinion, puis on ne va pas trop longtemps parler dessus, mais ça accompagne un mouvement qu'on observe avec d'autres journaux, comme Le Parisien ici, un journal plus populaire. Premier article en décembre 2016, vers les vaccins pour enfants obligatoires mais gratuits pour l'interrogation. Malheureusement, au passage, pas gratuit. On aimerait que la CNAM prenne en charge les vaccins. D'ailleurs, ça coûterait à peu près les 130 millions qu'on pourrait économiser de l'homéopathie. C'est à peu près le même ordre de grandeur. Bon. Donc cet article-là est informatif, rien de particulier. Mais alors là, par contre, un peu plus tard, on est en novembre 2017, un article « Aluminium dans les vaccins, le rapport qui dérange ». Donc en fait, c'est une construction complète, et ils se sont fait manipuler par M. Gérardi, et ils attaquent l'aluminium. Là, on est dans la fausse nouvelle répandue par Le Parisien. Voilà, donc c'est pas fameux. Un peu plus tard, un article qui est explicatif, raisonnable, et puis ça se termine plutôt bien, entre guillemets, puisque plus tard encore, un autre article qui soutient la vaccination obligatoire et promeut la vaccination. À nouveau, une évolution où les médias accompagnent un changement. On peut observer aussi avec Libération, si on suit les papiers de Favreau, autour du temps, vaccination, le rendez-vous manqué de la concertation aussi, ça ne lui plaît pas du tout. Les vaccins pas immunisés contre la défiance, donc il reprend le fait qu'il y ait beaucoup de défiance et qu'il y a peut-être des raisons d'être défiant. Les vaccins obligatoires, c'est pas une bonne idée, confusion, comme vous pouvez le voir, c'est au cours du temps. Il interviewe Romain Gérardi, toujours le même bonhomme, et attention, peut-être qu'il dénonce des choses que la médecine officielle ne veut pas voir. Et puis finalement, paf, vaccination, obligation, ça marche. Donc il a évolué, et c'est très bien. Et il n'y a aucune attaque personnelle là-dedans. Il accompagne un mouvement des médias qui a été associé aux mesures prises et à une mobilisation des professionnels de santé. Donc je pense que c'est un événement assez intéressant.
il y a eu aussi, par exemple, pour la première fois, des articles d'investigation, par exemple dans le journal du dimanche, le gourou des anti-vaccins, qui est un article assez critique et assez intéressant. Donc voilà. Donc maintenant, je voudrais conclure. Je vais d'abord conclure de façon un peu particulière. Il y a évidemment une des fake news majeures contre la vaccination, c'est que les vaccins provoquent l'autisme. Mais bon, peut-être c'est pas si simple, parce qu'après tout, regardez ce que dit cette chercheuse. Et attends une minute, l'autisme, le spectre d'autisme, les gens qui ont un autisme ou les pathologies associées à l'autisme sont assez représentés dans les labos, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Comme vous savez, ce sont les gens qui peuvent être extrêmement intelligents. Je suis très sérieux, il y a plusieurs formes d'autisme. Il y a malheureusement des autismes associés à des retards cognitifs, mais il y a des autismes qui sont associés à, au contraire, une exacerbation de l'intelligence. Donc c'est sûrement vrai. Il y a un petit excès de personnel. Et le gars dit « Oh my God, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?» Ben, ça veut dire que l'autisme provoque les vaccins, cause les vaccins. Donc c'est la fake news. Bon, sérieusement, moi je voudrais conclure en disant, je pense que les deux cas que j'ai essayé de discuter sont instructifs, parce qu'ils montrent d'une part l'évolution des mentalités, la montée de l'individualisme, qui me révèle une considération importante de nos sociétés aujourd'hui, des infléchissements idéologiques autour de la nature, avec les déviations que j'ai essayé d'évoquer sur la vision de la nature, cette espèce de confusion entre ce qui est un naturalisme raisonnable et ce qui est une vision idéalisée d'une nature qui est tout sauf idéale, et aussi sur les failles de nos systèmes de santé, les politiques de santé, de prévention, tant à l'échelle individuelle que collective. Mais aussi, je pense que ce que ça montre, c'est que lorsqu'il y a une prise de conscience, avec des acteurs de terrain, des mobilisations de professionnels, mais aussi de citoyens, et ensuite des politiques qui répondent, on peut mener une action et on peut agir. Donc mon constat est positif, même s'il est parfois difficile. On peut être efficace, même si les actions prennent du temps. Donc je pense que ça vaut la peine de se battre. Troisième et avant-dernière conclusion, c'est que je pense que tout ceci est un thème de recherche, mais c'est une évidence majeure pour les sciences humaines et sociales, et je pense qu'on est loin de tout comprendre, tant sur un plan donc, conceptuel, mais aussi pratique. Par exemple, je vais juste citer un type de travaux, Esther Duflo, prix Nobel d'économie récent, a fait des travaux très intéressants, très pratiques, sur les conditions d'amélioration de la vaccination en Inde, en testant toute une série d'actions combinées, et elle montre qu'est-ce qui permet à un endroit donné, donc évidemment ceci est assez fin, d'améliorer la couverture vaccinale. Donc globalement, je voudrais conclure avec Heidi Larson. Heidi Larson, c'est une anthropologue qui travaille sur la vaccination à Londres. Et elle dit qu'il faut une information juste, claire et honnête. C'est vrai pour la vaccination, mais c'est vrai pour bien d'autres choses. Mais elle dit aussi, et je pense que c'est parfaitement juste, que ça ne suffit pas. C'est là qu'il y a un élément de complexité supplémentaire par rapport à ce que tu disais, à mon avis, Antoine. Il faut une science rigoureuse et avec le doute raisonnable, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle soit entendue y comprise. Et là, on entre dans d'autres difficultés qui sont, à mon avis, le contexte psychologique, social, économique des personnes qu'on a en face de soi. Et je pense que ceci est un peu idéologique aussi. Et c'est pas si facile que ça d'en tenir compte. Donc ça a des implications. C'est former les acteurs je parle de la santé ici, à apprendre à écouter, considérer, expliquer, intégrer justement ces composantes lors d'un dialogue singulier, comme on dit, avec le patient, accepter d'être challengé, c'est pas si simple, mais je pense que ceci est important. Et l'autre implication évidente et qui peut être généralisée, c'est sur l'éducation à l'école. On peut, si je reste dans le domaine de la santé, évidemment, de façon très insuffisante aujourd'hui en France, on donne aux enfants, on fait acquérir aux enfants des notions de santé publique. Je rappelle qu'on ne vaccine pas plus à l'école, c'est une grave erreur, mais aussi de manière plus générale, cette fois-ci en termes de compréhension. Je pense qu'on est toujours autour des questions que la population, les citoyens comprennent les ordres de grandeur des facteurs de risque, par exemple. Je pense que c'est encore utile, y compris aujourd'hui, dans les questions actuelles. Et aussi mieux comprendre, acquérir les concepts autour comprendre les concepts comme la concomitance, la corrélation, la causalité, les bases du raisonnement scientifique, le doute raisonnable. Frédéric Worms, je pense qu'on entendra parler tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. La conclusion sociale, évidemment, est vraiment tout à fait juste. Il y a un point quand même qui lie quand même la rationalité et l'éthique et qui était intéressante. D'une part, il y a une question d'éthique scientifique qui est posée, tu l'as dit, le cas de la rougeole par exemple et de l'autisme, c'est une question de responsabilité éthique primaire scientifique, sans aller jusqu'aux fraudes. Voilà. Et la deuxième chose, qui est une éthique de la communication également.
Et c'est la dernière partie que tu as montrée sur l'éthique de la communication. Moi, j'ai été très frappé l'année dernière par un supplément du Monde sur l'homéopathie, qui était quelque chose que j'ai considéré comme absolument scandaleux, présentant les adversaires comme étant des horribles et les gens de chez Boiron comme étant des gens sympathiques et tellement soigneux. Donc je pense que l'éthique, si tu veux, et la rationalité sont particulièrement liés. Voilà, c'était juste le commentaire. Je partage. Voilà. Merci. Je suis d'abord très content que l'Union se charge effectivement de s'intéresser à un problème qui est un problème extrêmement important. Et je suis ravi d'avoir écouté Alain, je le connais depuis longtemps, sur le sujet, qui n'est pas terminé. Pourquoi? D'abord, parlons de l'homéopathie et des soi-disant médecines douces. Je rappelle que l'homéopathie a l'accord non seulement d'un certain nombre de personnalités politiques, pour des raisons d'usine Boiron, mais également elle a l'appui, par exemple, de quelqu'un qui est mon ami, qui a été mon élève, et qui est le président de la conférence des doyens, qui veut continuer à faire en sorte qu'il y ait ces diplômes absolument aberrants. Il est même question de faire un diplôme national des médecines douces, qui est tout à fait exorbitant, avec notamment le doyen de Brest qui est extrêmement militant pour ces choses-là. Par conséquent, le combat contre l'homéopathie est d'autant moins fini que je signale qu'il n'y a pas plus tard que 15 jours, l'Ordre des médecins de la région parisienne a condamné sérieusement et sévèrement un certain nombre de médecins qui faisaient partie de l'appel des 129 que vous avez bien entendu, moi j'ai signé. Je me vante d'avoir été condamné par l'Ordre des médecins il y a une trentaine d'années déjà dans ce que j'avais dit sur l'homéopathie et sur le charlatanisme, mais le combat continue. Et il n'est pas terminé puisque, aussi bien au point de vue politique qu'au point de vue, entre guillemets, scientifique, il y a des gens qui continuent à faire ce travail, entre guillemets, et que les pouvoirs publics n'ont pas toujours été extrêmement positifs dans la lutte contre ces choses. Ils ont même été négatifs, j'ai rappelé sans fixation ce qui s'est passé en 1984. J'ai une question à poser à Alain qui est la suivante, et qui d'ailleurs, au fond, va un petit peu dans le sens de cette... Et je serais heureux que l'Union s'intéresse à ce problème. Est-ce que la médecine est une science? Eh bien, moi, je pense que non. Je pense que c'est une technique qui peut être extraordinairement élaborée, qu'elle peut devenir une science quand elle fait de la recherche, mais que la médecine est en soi une pratique. Et ça me semble très important parce que les médecines douces, les médecines parallèles, toutes les médecines fantasmagoriques se retranchent effectivement derrière le mot médecine, qui a un caractère presque sacré, de dire « Ah, la médecine, c'est le médecin qui a parlé, ce sont des médecins qui ont parlé pour défendre l'homéopathie, pour être contre les vaccinations, etc., etc. » Alors, personnellement, je pense, et je serais heureux de savoir ce que tu en penses, que la médecine est une technique extrêmement élaborée, comme par exemple pour un pilote d'avion 747, on ne lui demande pas d'être au courant des dernières conditions de la médecine, de la physique quantique, par exemple. On applique des choses quelquefois de façon extrêmement élaborée, extrêmement difficile, mais ce n'est pas une science. La médecine devient une science quand elle fait de la recherche. Il y a recherche et médecine, mais par conséquent, il faut retirer de l'esprit des gens l'idée que la médecine en soi est une science. Je serais heureux de savoir ce que tu en penses. Je pense que la médecine est une pratique qui est fondée sur la science, et mieux elle est fondée sur la science, mieux elle est. Mais toutes les sciences, pas que les sciences dures, aussi les sciences molles. Les sciences molles jouent un rôle majeur dans la médecine, c'est absolument évident. Et juste pour rebondir sur ton commentaire, pour dire que je pense qu'il faut arrêter d'employer le mot médecine, enfin le terme médecine douce. C'est une défaite du langage que de parler de médecine douce. C'est des pratiques qui ne sont même pas toujours douces par ailleurs. Il n'y a pas de médecine douce. Il faut arrêter, et si les journalistes voulaient bien ne plus parler de médecine douce, ce ne sera pas facile, on aurait gagné un tout petit peu ce combat. On aurait avancé un tout petit peu dans ce combat.
ce qui concerne la vaccination, un problème qui me paraît délicat, c'est qu'on peut parfaitement imaginer, comme tout acte médical, que la vaccination présente statistiquement un certain danger. Et il est très difficile d'expliquer que le nombre de vies sauvées est infiniment supérieur à un risque minime qui est lié à tout acte médical. Et je pense que le maniement sur le plan pour convaincre, le maniement des statistiques est très difficile. Parce que quand on tombe sur le mauvais numéro, il est évident qu'on est peu sensible à la notion de statistique. Et je pense que là, il y a une réflexion à faire sur les statistiques. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Et clairement, la vaccination, le rapport est très considérable. Et je pense qu'il n'y a pas d'acte médical sans toujours un minimum de risque. Oui, globalement, la médecine, la décision médicale est en permanence une discussion analyse-bénéfice-risque, en permanence. La difficulté pour la vaccination, c'est une analyse bénéfice-risque chez des sujets bien portants. C'est là que la petite difficulté supplémentaire, effectivement, c'est une difficulté objective dans les explications. Néanmoins, on peut y arriver. Ça revient à un des éléments de ma conclusion, c'est que les gens comprennent mieux les notions d'ordre de grandeur, que 1 sur 1000, c'est pas 1 sur 1 million ou 1 sur 1 milliard. Il y a besoin d'une éducation sur ces questions pour favoriser ensuite l'élaboration d'explications qui soient mieux entendues. Mais c'est une difficulté, c'est vrai. Ceux qui perdent cet individuel, le bénéfice est collectif, mais effectivement, quand les accidents non, mais ça marche pas. La fièvre jaune, c'est celui qui l'endure, c'est lui qui est punité. On a dit que le succès de l'homéopathie venait du fait qu'on avait renoncé à la même époque aux saignées, et que ça avait été fortement bénéfique de bénéficier aux saignées, de supprimer les saignées. Pas si c'est Lincoln qui est mort d'une saignée. Alors moi, ma question, c'est que pensez-vous de l'effet placebo? Est-ce que c'est pas le bénéfice de l'homéopathie? Il y a l'effet placebo est associé absolument à toute pratique médicale, qu'elle soit par ailleurs efficace ou pas. Ceci est largement montré dans toutes les études randomisées, correctes, bien menées sur testant tel ou tel acte médical ou tel ou tel médicament. Alors évidemment, l'homéopathie a aussi un bénéfice par effet placebo. Est-ce que ça justifie d'utiliser l'homéopathie? Je ne pense pas. Parce que je pense que le meilleur placebo, je ne sais pas si le terme est absolument correct dans ce cas-là, mais je pense finalement que oui, c'est la résultante d'un entretien entre un médecin et un malade bien mené, qui prend le temps nécessaire d'écouter le malade, de répondre à ses questions, de lui expliquer ce qui lui arrive, et dans un très grand nombre de cas, qui peut se terminer par rien d'autre que cet entretien. Je pense que c'est le meilleur effet placebo. Après tout, si demain je dis à un malade, vous savez, si vous soufflez 3 fois en l'air, ça va être bien pour votre maladie, il y aura un effet placebo. Ça ne justifie pas de le faire, même si ce que je viens de dire est absurde. De traverser 3 fois la rue, etc., etc. Donc ce n'est en rien une justification de l'homéopathie. On peut ajouter aussi que sur le plan éthique, l'utilisation de l'homéopathie est en contradiction avec le consentement éclairé du malade. Parce que le consentement éclairé du malade, c'est dire au malade ce qu'on attend réellement de l'utilisation d'un médicament. Et l'homéopathie n'étant pas un médicament, c'est une tromperie de proposer de l'homéopathie. Je vais jusque-là. Bonjour. Je vous remercie pour cet exposé. Et je voulais vous poser quand même cette petite question. La vaccination est basée sur l'inoculation d'une très faible dose qui produit... c'est une homéopathie, c'est ça? Semble-t-il. Oui. Enfin, une fraction de... Oui. L'homéopathie étant également inoculée une très faible dose. Donc l'homéopathie est une vaccination. Est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement après? Et est-ce qu'il n'y a pas de la place pour un peu plus de recherche sur cette similitude? Alors, vous avez raison, mais vous utilisez cette similitude, à mon avis, dans une mauvaise... Vous prenez ensuite une mauvaise direction, si je peux me permettre de vous dire cela. La similitude est exacte parce que, après tout, Hahnemann, quand il a développé ça, il a dit je traite le mal par le mal, donc je vais protéger l'individu en lui donnant une toute petite dose du mal.
Sauf que dans la réalité, d'abord, à l'époque, ils n'y connaissaient strictement rien sur les causes des maladies. Et aujourd'hui, l'immunopathie qui est tout à fait immuable, qui n'a pas bougé depuis 250 ans, malgré les progrès de la médecine, n'injecte toujours pas un produit correspondant à la cause du mal. Et en plus, l'injecte, si c'était le cas, donne une quantité qui est presque en dessous du nombre d'Avogadro. Donc il n'y a rien. C'est de la flotte ou du sucre. Okay, donc c'est une fausse injection. Ingestion, pardon, c'est pas une injection. La vaccination est fondée sur le principe de l'immunisation, c'est-à-dire qu'on injecte à la personne soit moins souvent aujourd'hui un microbe entier, soit plus fréquemment une ou deux protéines extraites de ce microbe, ou des sucres ou des conjugaisons de sucre et de protéines, qui entraînent une réponse immunitaire qui est protectrice contre le microbe. Donc là, la base scientifique est aujourd'hui, bien qu'elle soit venue après le début de la vaccination, extrêmement solide sur la compréhension des mécanismes d'immunisation, qui est fondée sur quelque chose qui s'appelle la mémoire immunitaire, qu'on a été en contact avec un microbe, on garde des lymphocytes actifs contre ce microbe qui produisent des anticorps, et si on est à nouveau infecté par le même microbe, immédiatement on réagit, et du coup on n'est pas malade, je schématise. Donc de très loin, il y a une analogie, mais là, je ne pense pas qu'il y ait une nécessité de recherche complémentaire pour comparer les deux. Il y a beaucoup de recherches à faire pour améliorer les vaccins, et pour l'homéopathie, on a fait le tour. La littérature on prend des dizaines ou des centaines de papiers dans tous les sens, et si on prend ceux qui sont sérieux, il n'y a aucun effet observé. Il y a eu énormément de travaux faits par un paquet d'académies des sciences de par le monde, des rapports, il faut arrêter. Toute la littérature est là pour comprendre qu'il ne se passe strictement rien en dehors de l'effet placebo. Une dernière question. Oui, sur l'homéopathie, j'ai rédigé un ouvrage avec Jean-Jacques Aulas et un neuropharmacologue. Donc, la recension de cet ouvrage est dans les cahiers rationalistes de Spressing. Bon, j'ai expliqué justement que le monde de l'homéopathie vient vers les époques 80 avec Jacques Benveniste, qui a été nommé conseiller scientifique de Chevènement pendant 2 ans. Et Benveniste a profité de ce poste pour contacter tous les laboratoires pharmaceutiques de France et prenait l'homéopathie. C'était un bon. Avant 80, sur l'homéopathie, il n'y avait que seulement 30 à 40% des gens qui la pratiquaient, et depuis 80, c'est passé à 70-80%. Alors, dans cet ouvrage que j'ai rédigé, j'ai expliqué que la mémoire de l'eau, c'est l'artefact de la présence du dioxygène. Vous voyez? Et ce que expliquait François Jacob, justement sur les picots dans la courbe des tests des granulations des basophiles, et que justement ce test était complètement idiot, et qu'entraîner un minimum de cette courbe qui avait été le fameux article de Nature de 1988, entre un minimum et un maximum de cette courbe, donc c'était simplement une série de manipulations qui a fait pour arriver à des dilutions de 10 moins 20, 10 puissance 120, il fallait opérer 56 opérations sur une semaine. Vous voyez? Et donc, les solutions ont été complètement polluées, et il faut savoir que dans la nature, rien n'est pur, vous voyez, et parler de pureté à des concentrations de 10 moins 120, c'est très, très en dessous des quantités subatomiques, vous voyez. Et c'est le dioxygène, si vous voulez. Il faut savoir que le dioxygène, dans des solutions courantes, est à des concentrations de 10 moins 4 fois plus petites. Bon. Oui, je crois qu'il faut... Je pense que vous n'avez pas complètement tort, pardon de dire ça de cette manière-là. L'histoire de la mémoire de l'autre, qui est encore reprise d'ailleurs par Montagnier aujourd'hui, a été une espèce de transitoirement d'arguments pseudo-scientifiques apportés en faveur de l'homéopathie, mais, juste si vous me permettez, ça c'est une affaire franco-française. L'homéopathie n'est pas présente qu'en France. Et ailleurs, on n'a pas parlé de mémoire de l'eau, et malheureusement l'homéopathie existe. Donc on ne peut pas tout expliquer ainsi. Oui, d'accord. Alors, actuellement, il y a un je crois qu'il faut... Je propose qu'on...
Je propose qu'on continue cette discussion tout à l'heure. Il y a encore une question à poser. Après Je ça, vous il y a... parlerai de Marc-Henri, si vous voulez, D'accord. qui est professeur de chimie moléculaire à Strasbourg et qui collabore avec Montaigne. Ok. Voilà. Je crois qu'il y a une dernière question, une dernière brève question de Non, Michel. C'était juste un petit commentaire du point de vue de la préoccupation qu'on a maintenant pour l'intégrité scientifique dans le milieu scientifique. Et si on revient sur l'affaire de l'article de Wakefield, il est quand même assez curieux de voir que le temps, c'était une vraie fraude, hein, Ouais, il absolument. n'était même pas médecin. Hein. Donc, Si, enfin, mais peu importe. Mais le fait qu'il soit médecin est plutôt une circonstance aggravante. oui, pas tout à fait. Enfin bref, peu importe. Donc, tout était faux, c'était une vraie fraude son article sur les vaccins de l'autisme. Il est quand même curieux de voir le temps qu'il a fallu mettre pour que cette fraude soit prouvée et que cet article du Lancet soit rétracté. Ouais. Il s'est passé beaucoup 12 ans. d'années. Et maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi est-ce qu'un article rétracté est toujours cité? Et ça renvoie à d'autres problèmes. Pour faire progresser l'intégrité scientifique, il faudrait que les articles rétractés ne soient pas cités comme des articles normaux. Voilà. Oui, C'est alors, très important, hein, pas que pour la vaccination. le problème, c'est que ce sont des citations non scientifiques, si je puis dire. C'est typiquement, je ne veux pas me focaliser sur elle, mais Michel Rivasi, cette députée, elle a invité Wakefield à un donc c'est indépendant de la littérature scientifique. Hein. C'est la reprise de ce genre de fausses informations. C'est totalement scandaleux, mais il faut comprendre les mécanismes pour arriver à lutter contre. Très courte question qui me semble importante par rapport au cœur de votre exposé, excellent, dont je vous remercie infiniment. Elle concerne la vaccination à l'école, Oui. qui me paraît en effet le cœur et le levier central du rapport à la vaccination. Pourquoi et quand a-t-on arrêté la vaccination à l'école? Et quels seraient les leviers pour que nous y retournions? C'est assez simple, je pense que c'est totalement lié à la disparition en France de la médecine scolaire. Il reste très peu de médecins qui travaillent dans les écoles. C'est une profession en déshérence. Il y a un certain nombre d'hommes politiques, parce que si c'est Sarkozy qui a pris des mesures qui a limité la médecine scolaire, et donc c'est un drame. Et avec la disparition des médecins scolaires, ont disparu également les infirmières scolaires. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est reprendre le mouvement dans l'autre sens, mais ça prendra du temps. Et pour aller plus vite, on pourrait agir plus vite, même en l'absence de médecins scolaires, parce que les infirmiers, beaucoup d'infirmiers, centaines de milliers en France, sont prêts à vacciner. Il suffit de leur donner l'autorisation et qu'ensuite les écoles, les collèges, les lycées contractualisent avec les infirmiers qui vont à l'école. Donc c'est faisable. Il faut une volonté politique. Moi j'ai participé à des réunions où étaient présents à la fois la direction de la santé, le ministère de la Santé, et la direction des affaires scolaires du ministère de l'Éducation nationale. Le problème, c'est que la direction des affaires scolaires, ils sont vent debout contre parce qu'ils ont peur des réactions des parents. Et c'est dramatique, parce que c'est vraiment, je partage votre point de vue, l'école est centrale dans cette affaire, pas que pour la vaccination, parce que quand on vaccine et qu'on parle de vaccination, on peut aussi parler d'autres sujets très importants en termes d'hygiène et de santé. C'est pas que la vaccination. Et encore une fois, les pays où ça fonctionne, et globalement la santé publique est de meilleure qualité qu'en France, sont les pays où on vaccine à l'école. Je pense que c'est une action majeure, mais là il y a un blocage politique aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc si vous avez des leviers d'action, allez-y. Bon, écoutez, maintenant je vous propose... Il y a Édouard. Une brève question aux généticiens sur les deux sujets qu'il nous a présentés. L'espoir renaît peut-être d'une rationalité. Il y en a d'autres pour lesquels on s'interroge. J'aimerais bien ton avis. Par exemple, l'Union européenne vient de déclarer que cette technique du ciseau moléculaire qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui consiste à retirer éventuellement un gène porteur de pathologie, est une modification tout aussi interdite qu'une addition au génome. Est-ce qu'il y a derrière cela des études scientifiques, des études rationnelles, ou est-ce que c'est simplement l'effet de préjugés comme ceux que tu nous as exposés? Donc avec le système CRISPR-Cas9, on peut modifier des plantes. Typiquement, là c'est dans le cas de la modification de plantes. La question est, est-ce qu'on les considère comme des organismes génétiquement modifiés ou pas, sachant qu'on peut le faire de façon a priori extrêmement propre,
Donc on ne laisse aucune trace. Si on fait bien attention, on peut laisser absolument aucune trace dans la plante, et donc elle n'est pas, dans ce sens, génétiquement modifiée, même si elle a été. Donc sur le plan scientifique, les choses sont claires. Après, c'est une perception politique. Donc malheureusement, et tu as raison, la majorité des personnes qui ont eu à trancher cette question ont tranché dans le sens de dire que ça correspond à un organisme génétiquement modifié, ce qui est à mon sens dommageable, et qui est un frein au développement de cet outil, qui peut avoir son intérêt, pas toujours, mais qui peut avoir son intérêt. Donc c'est un souci, mais qui n'est pas d'ordre scientifique, hein. C'est purement d'ordre politique. Voilà, merci.